Merci beaucoup. Malheureusement, pour des contraintes de temps, je vais être obligé d'être très bref et d'être moi-même très frustré et de me frustrer aussi parce qu'il y a des choses que je voulais clarifier. Ça va être quasiment une autre conférence et ça va prendre du temps. Mais absolument, je suis prêt à revenir et ensuite... c'est des questions tellement importantes, tellement stratégiques, tellement vitales pour le futur de l'Afrique qu'il serait injuste de les bâcler. Sur la question, je vais dire des choses très simples, disons, des énoncés assez rapides, et peut-être que j'aurai l'occasion et la chance de revenir. Par exemple, le G5 Sahel. Mon ami Thierno Talla, c'est que dès que le groupe a été créé, je crois que j'étais le premier ou un des premiers à dire qu'il serait difficile d'exclure le Sénégal du Sahel. J'ai même dit que je pensais que le Sénégal, entre guillemets, a inventé le Sahel. Ce n'était pas du nationalisme, mais le SILS, Comité inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel, du temps du président Senghor, et toutes les explications de ce que pouvait être la culture du Sahel, les pays du Sahel, je trouvais que ce n'était peut-être pas une bonne chose d'exclure un pays comme le Sénégal. Mais en même temps, après évolution un peu de la réflexion, on est arrivé, nous, au niveau de notre Institut panafricain de stratégie, à proposer qu'on n'ajoute pas le Sénégal comme 6e pays, un autre pays fait la réclamation, on l'ajoute, un autre, etc. On ne s'en sort pas. Comme le G7 et le G8 qui varient selon qu'on est en bon terme avec la Russie, c'est G8, on est fâché avec la Russie, ça devient G7. On ne peut pas faire cela. Mais nous avons proposé G5 plus 5. G5 plus 5, c'est-à-dire on maintient le G5 originel. Et il y a des pays qui ont stratégiquement un apport important pour le G5. Nous avons pensé que le Maroc est le premier et la plus grande puissance africaine en termes d'intelligence, de renseignement et de compétences dans la surveillance du territoire. On ne peut pas réussir le combat contre le terrorisme dans notre zone Sahara-Sahel sans le Maroc. L'Algérie est le seul pays du continent qui a eu une victoire, non seulement morale, mais qui a infligé une défaite au terrorisme après les 10 années de la guerre civile en Algérie. On a besoin de l'Algérie dans ce combat. On a besoin du Sénégal, pour toutes les raisons que l'on sait, petite, grande puissance diplomatique, pays qui peut apporter énormément du point de vue de l'expertise de son armée, compétence de ses forces de défense et de sécurité. Le Sénégal a un apport certain, c'est important. Mais il y a deux pays qu'on a exclus qui me semblent vraiment plus problématiques encore que le Sénégal, le Maroc et l'Algérie. C'est le Nigeria et le Cameroun. Le nord Nigeria est dans le Sahel. Boko Haram opère à partir de cette partie qui est véritablement sahélienne. Le nord du Cameroun. Tout le monde sait que ça fait aussi une partie quelque part du Sahel. Et les terroristes, eux, ils ont bien dessiné la carte du Sahel quand nous l'avons mal dessinée. Et donc, l'apport du Cameroun et de la première puissance économique du continent, le Nigeria, aurait réglé d'emblée la question la plus cruciale pour le G5, qui est le financement. J'ai toujours dit, vous l'avez vu peut-être dans beaucoup de vidéos, il est difficile de comprendre que les Africains demandent aux autres de financer notre sécurité, de nous donner les moyens de nous battre. Si nous sommes d'accord que c'est la priorité numéro 1, c'est aujourd'hui que j'ai appris que Senghor avait dit que, je vais lire la citation du doyen Saliou, que l'Afrique, notre présence passe par notre sécurité. Moi j'ai toujours cité Cheikh Anta Diop qui disait la sécurité précède le développement. Ça c'est quand l'Afrique du Sud, raciste de l'apartheid, avait obtenu la bombe atomique, risque d'une attaque par l'Afrique du Sud. Et donc il disait la sécurité précède le développement. Je suis heureux de savoir que son alter ego, avec qui il n'était pas tout à fait toujours d'accord, lui aussi avait pensé que notre présence devait se manifester par notre sécurité. Et toute personne qui ne comprend pas que la sécurité précède effectivement le développement n'a qu'à voir la situation du Mali, du Burkina. Comment le Mali peut se réveiller et construire son pays aujourd'hui, développer son pays, régler l'agriculture, régler l'éducation, régler la santé, régler les infrastructures, quand chaque jour maintenant les djihadistes sont à l'offensive. Les djihadistes, les terroristes extrémistes sont à l'offensive. À mon avis, il y a une sorte de mutation qui s'est passée. On n'a plus des groupes terroristes, c'est comme si on avait maintenant des armées terroristes. Le dernier combat contre l'armée malienne, c'est avec des tirs d'obus.
On a vu Boko Haram attaquer des camps militaires nigérians et prendre le matériel léger et le matériel lourd et repartir. Donc au total, le G5 plus 5 nous donnerait un système assez souple de fonctionnement où tout est basé bien entendu sur le G5 original et on réglerait, l'Afrique devrait imposer une solution au financement de l'Union du G5, non seulement par la contribution de nos États, par la contribution de l'Union africaine, mais ensuite au Conseil de sécurité, où on met ensemble toutes les cotisations de tous les pays du monde. Rien ne justifie que le Conseil de sécurité refuse littéralement de financer le G5. Nous avons des troupes d'élite qui sont mobilisées, mais qui ont les armes au pied, parce que ces armes n'ont pas de munitions ou ne sont pas les armes les plus perfectionnées. Donc au total, le danger dans la situation actuelle du Sahel, c'est que tant que la Libye n'est pas rapatriée en Afrique comme pays africain, tant qu'on cherchera la solution à la crise libyenne en Italie, en France et ailleurs, on ne trouvera pas de solution parce qu'un problème africain, aussi important que le problème libyen, sera résolu d'abord et avant tout par les Africains. Il est inacceptable. Il est inacceptable que nos chefs d'État aillent au Conseil de sécurité et disent nommer un envoyé spécial jumelé de l'Union africaine et des Nations Unies pour que l'Afrique s'implique davantage. Ils ont refusé. Ils ont dit non. Donc la Libye est enlisée. La Libye est une machine de fabrication, de production de mouvements terroristes, de groupes terroristes qui utilisent les ressources existantes de la Libye, disposent parfois de champs pétrolifères, en tout cas ils ont des ressources immenses. En plus maintenant de l'affrontement de deux grands blocs aujourd'hui en Libye que tout le monde connaît. Tout le monde sait que le Qatar, la Turquie et l'Iran sont d'un côté. Et de l'autre côté, nous avons l'Égypte, l'Arabie Saoudite et les Émirats arabes qui font bloc. Ces deux blocs sont riches et puissants. Et quelque part, on est en train de faire traiter par l'Afrique des problèmes qui sont venus d'ailleurs. Et nous, on attire l'attention des Africains que les internationaux terroristes sont prêts à transformer l'Afrique en épicentre du terrorisme mondial en déménageant toutes leurs opérations en Afrique parce qu'ils trouvent que c'est plus facile. Aujourd'hui, on sait que les terroristes du Sahel veulent un accès à la façade maritime. Et ils pensent que le meilleur verrou qu'ils doivent faire sauter le plus rapidement, c'est le Burkina Faso pour accéder au Bénin. Et s'ils accèdent au Bénin, au Togo, ils ont déjà attaqué la Côte d'Ivoire, ils attaquent la première puissance africaine du Nigeria, comme tu l'as rappelé, Tcherno. Qu'est-ce qu'il leur reste? En plus, ils attaquent la République démocratique du Congo. Que font les terroristes dans la forêt africaine? C'est que l'Afrique de l'eau, des terres et des forêts les intéresse. Ces gens sont des entrepreneurs de l'économie criminelle, sont bien organisés. Et ensuite, le Mozambique vient de faire l'objet de plusieurs attaques terroristes. Et l'Afrique du Sud a arrêté plusieurs infiltrations. Donc quand on nous dit que c'est un problème limité au Sahel, c'est ne pas comprendre la gravité de la situation que nous vivons. Ils sont partout dans le continent. Et les pays qui n'ont pas attaqué, ils organisent le système à l'interne. Des mutations se déroulent sous nos yeux sans qu'on fasse attention. Jusqu'au jour où ils se sentiront assez forts. Ou bien jusqu'au jour où ils demanderont que la rébellion ou la révolte vienne de l'intérieur et qu'ils viennent simplement en appui. Toutes les stratégies sont en branle. Il faut que l'Afrique se mette ensemble, mutualise et nos forces, et nos intelligences, et nos expertises pour aller à l'assaut de ces gens-là qui aujourd'hui pour moi n'ont aucun respect pour les Africains. Aller à Tombouctou, détruire les tombeaux de nos saints, c'est un acte. C'est un acte de génocide culturel que d'aller attaquer les tombeaux des saints de l'Afrique qui sont à Tombouctou. Je me demande même s'il n'y a pas une autre connotation à ce genre d'action. Pourquoi nos saints seraient moins valables que des saints du Moyen-Orient? Nous avons que ces saints-là que nous connaissons, que nous respectons immensément, parce que c'est eux qui nous ont appris ce que nous savons de l'islam et autres. Donc, de ce point de vue, mon cher, le combat est d'une complexité. Les armées traditionnelles, 15 000 hommes, 20 000 hommes par pays, pour garder 1 million de kilomètres carrés, ne peuvent pas mener ce combat. Nous avons dit que l'Afrique prouvera sa résolution, sa détermination, en mobilisant entre 50 et 100 000 hommes venant de l'Afrique du Sud, de Tanzanie, du Sénégal, de partout, pour entrer au Mali, aider l'armée malienne à régler ce problème. Sinon, ils vont balkaniser le Mali en 3 États, l'Azawad, le centre du Mali et le reste du Mali. Et ensuite, ils vont aller casser d'autres pays en Afrique. Ces gens ont un agenda lourd.
Est-ce que nous avons compris cela? Est-ce que nous sommes prêts à nous donner les moyens? Je ne veux pas vous faire peur, mais je vous dis que la situation est extrêmement grave. Dernier point, parce que